Manger. Je sais pas si vous avez mangé à la Jalade ou dans le secteur. Il y en a beaucoup de Montpellier parmi vous ou vous êtes tous de Montpellier là? Non, carrément pas. Bon, bienvenue à Montpellier. J'espère que vous aurez l'occasion d'en profiter un petit peu, même avec le DU. Donc voilà, ouais, moi je vais vous parler de la physiologie de la toux. Alors, c'est vrai qu'il y a une petite coquille sur le programme où il y a marqué prise en charge en kinésithérapie. Mais bon, voilà, c'était en principe ce qui m'était demandé, la physiologie de la toux. Donc je vais vous parler de la physiologie de la toux. En effet, nous dans le service, on a tendance à travailler quand même en commun entre les orthophonistes et les kinésithérapeutes, puisque le service d'ORL, donc on a beaucoup de patients qui sont opérés du larynx, de cancer du larynx. Madame Pierre vous en parlera tout à l'heure de façon plus longue. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui sont porteurs de canules, qui ont des problèmes de toux par rapport aux interventions qui ont lieu. Donc c'est vrai qu'on a quand même une bonne collaboration orthophoniste-kinésithérapeute par rapport aux reprises alimentaires, par rapport à ce que le patient soit bien dégagé, soit avant les reprises alimentaires, soit qu'il soit dégagé après les reprises alimentaires s'il y a des problèmes de fausse route. Donc M. Garel pensait que c'était une bonne idée de refaire un petit peu la physiologie de la toux de façon générale, un petit rappel voilà, de quelques minutes. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la toux La toux, ça consiste à un réflexe physiologique qui va assurer le dégagement et surtout la protection des voies aériennes. C'est une fonction vitale. C'est le signe d'une irritation de l'arbre bronchopulmonaire et c'est une expiration brusque qui va éliminer soit les sécrétions, soit des particules qui sont contenues dans les bronches. Alors pour cela, il y a des récepteurs qu'on va retrouver à différents niveaux de l'organisme. En partant donc du haut vers le bas, on va avoir des récepteurs au niveau des fosses nasales, des récepteurs ensuite au niveau du pharynx, du larynx, de la carène bronchique, des deux foyers pleuraux et enfin du diaphragme. Tout ceci est régi par le système nerveux par des voies afférentes et efférentes. En effet, donc pour tout ce qui est sensibilité par rapport à ces récepteurs, ce sont des fibres myélinisées provenant des récepteurs à adaptation rapide, les rares, ou des fibres qui sont non myélinisées provenant des fibres de type C. Bon, voilà. Ça, je l'ai mis en italique parce que c'est peut-être pas le plus important à retenir. Mais il faut savoir que c'est régi par des nerfs crâniens, dont notamment le trijumeau en ce qui concerne l'innervation sensitive des fosses nasales, le nerf glossopharyngien pour le palais et le pharynx, le pneumogastrique pour le pharynx et le larynx, et le nerf phrénique pour ce qui est de l'innervation sensitive de la plèvre et du péricarde. Ensuite, les voies motrices vont être véhiculées par ce même nerf, à peu près, par le pneumogastrique au niveau du pharynx et du larynx, le nerf phrénique pour ce qui va concerner le diaphragme, et surtout donc les intercostaux de T7 à T12 pour les muscles abdominaux. Alors lorsqu'on tousse, on va avoir plusieurs étapes que je vais vous décrire successivement, puisqu'il va y avoir 3 phases qui vont se dérouler les unes après les autres. Et pour que tout cela se passe bien, il faut qu'il y ait une très bonne coordination entre les muscles intrinsèques du larynx et les autres muscles respiratoires. Après, la toux, quelle que soit l'étiologie présente, elle se fera toujours de la même façon. Tout d'abord, on va avoir une inspiration rapide et profonde, glotte ouverte, avec les bronches qui vont se remplir d'air et le diaphragme qui va s'abaisser. Donc ça, c'est la première chose qui va se passer. Deuxième épisode, on va avoir une fermeture de la glotte très rapide avec une mise en pression intrabronchique et intrathoracique avec une remontée du diaphragme. Et enfin, la dernière chose qui va se passer, c'est d'avoir l'expulsion avec à nouveau une ouverture du larynx avec l'ascension du diaphragme par la poussée des muscles abdominaux.
Donc tout cela va pouvoir expulser de l'air à une vitesse de 250 mètres par seconde. Ça correspond, on dit souvent, au déplacement à la vitesse du son. Et avec la possibilité d'expulser 6 à 12 litres d'air par seconde. Donc c'est quelque chose de très puissant et en même temps de très rapide. Voilà. Si on reprend donc les 3 temps successifs, à ce moment-là, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Là, tout, ça va servir, hein, là où elle est la plus intéressante, c'est qu'on puisse se dégager de sécrétions ou de particules. Hein. Sinon, elle est moins importante. Mais voilà, c'est le but du jeu, ça va être de se libérer, de se dégager de ce qui peut gêner l'arbre trachéobronchique. On peut donc retenir qu'il faut 3 impératifs pour que la toux se déroule d'une bonne façon. C'est d'avoir une glotte fonctionnelle, d'avoir une armature trachéobronchique stable, c'est-à-dire qu'il faut que notre système bronchique, enfin trachéal et bronchique donc, ait un calibre qui soit bien correct pour que les sécrétions puissent se dégager, puissent remonter facilement pour pouvoir être expectorées. Sur l'image en bas à gauche, on peut voir par exemple au niveau de la trachée les 2 endroits où il y a des sténoses. Donc une sténose trachéale va entraîner forcément un problème pour ensuite expectorer de façon convenable. Hein, c'est quand on a le diamètre de la trachée ou d'une bronche quelconque qui va se réduire et donc la toux ne va pas être efficace. Et souvent quand on tousse, ça a tendance à encore plus se fermer. Donc on est encore plus embêté. Sur des pathologies aussi, on peut avoir en bas à droite une lumière bronchique qui va elle aussi être réduite. C'est ce qu'on peut retrouver par exemple chez un patient asthmatique. En crise d'asthme, la lumière bronchique va se rétrécir par un épaississement de la muqueuse. Donc là aussi, les sécrétions auront du mal à se dégager de façon efficace, à remonter efficacement en tout cas. Donc il faut des bronches voilà, qui soient bien ouvertes, un calibre bronchique correct pour que les sécrétions puissent remonter. Et enfin, des abdominaux qui soient vraiment optimum pour que la toux puisse se faire dans son dernier temps de façon dynamique. Alors là, ce n'est pas ce dont on se sert le plus pour tousser. Hein. Là, c'est les tablettes de chocolat, c'est pour faire joli. Les abdominaux qui nous servent le plus pour la toux, hein, ça va être le muscle transverse. Mais sauf que lui, on ne le voit pas. On voit plutôt les abdominaux superficiels. Alors, si on se rapproche un petit peu plus au niveau du larynx, puisque vous êtes orthophoniste pour la majorité d'entre vous, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a vu le début de la phase, mais c'est l'ouverture du larynx. Donc là, ça va être sous l'action des muscles crico-aryténoïdiens postérieurs. Hein, c'est ceux qui servent à l'ouverture, à l'abduction des cordes vocales. Ensuite, dans la phase de compression, la phase de fermeture, qu'on peut voir aussi en bas, ça va être régi par les muscles interaryténoïdiens ou aryténoïdiens latéraux qui vont fermer, qui vont mettre en adduction les cordes vocales. Pareil en coupe, on peut aussi rajouter les muscles thyroaryténoïdiens, mais eux en principe, ils agissent moins sur la fermeture. Enfin, ils sont tenseurs des cordes vocales, mais ils participent quand même à l'occlusion des cordes vocales lors de la phase de compression. Alors il y a quelques années, avait été menée une étude dans le service, je crois en 2002, avec justement le professeur Garel et M. Ami de la Bretèque, enfin bon, des intervenants que vous allez voir durant ces 3 jours, où ils avaient fait justement un papier sur la tussométrie pour voir l'efficacité de la toux ou la non-efficacité de la toux sur une paralysie laryngée unilatérale post-chirurgie thoracique. Donc c'était intéressant à 2 niveaux, de voir en effet qu'il faut avoir une glotte fonctionnelle pour que la toux soit efficace, voir dans un deuxième temps que si on avait un déficit de la glotte, la toux était moins efficace. Donc cet effet
avec une station EVA2. On avait donc pris 10 sujets témoins. Alors ce qu'il faut retenir en fait, c'est surtout ce qui se passe entre les deux traits rouges, début et fin de l'enregistrement. C'est le début et la fin de l'atout. Donc chez un sujet sain, en principe, cette durée est très réduite, 0,67 millisecondes, avec un débit, un pic expiratoire qui est en gros de 4,70 décimètres cubes par seconde. Bon, on voit donc ce joli schéma devant nos yeux. On avait donc choisi 6 patients. Arg, là je crois que je vais avoir un petit bug sur la diapo où je n'ai pas tous les schémas qui apparaissent. Tatin. Alors il va falloir me croire si ça n'apparaît pas. Sinon je vous donnerai les références bibliographiques. Parce que je crois qu'on va avoir un souci d'affichage. Allez, on en a déjà un. Voilà, 6 patients, donc avec une paralysie laryngée unilatérale, post donc chirthoracique, et avant injection de graisse autologue. Donc ce qu'on voit sur le schéma en haut à droite, c'est qu'on va avoir une durée de l'atout qui va être vraiment prolongée, qui va quasiment doubler, et en même temps un débit expiratoire qui est bien amoindri. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, étant donné que la glotte fonctionne moins bien, l'atout est moins efficace. On reprend ces mêmes patients, on va leur faire une injection de graisse dans la corde vocale pour essayer de bien remettre tout ça le mieux possible en adduction. Et bien on va se retrouver un petit peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire on va avoir une durée de l'atout qui va être vraiment amoindrie, le temps va être de nouveau bien réduit, et on va avoir un pic d'expectoration qui va être légèrement amélioré. On est meilleur sur le temps de l'atout que sur le débit. Mais quand même, on voit qu'il y a une nette amélioration entre les deux schémas, entre avant injection et après injection de graisse. Voilà ce qui avait été mené dans le service, et donc on voit quand même l'intérêt des cordes vocales par rapport à l'atout. Alors ensuite, on tousse, ok, mais quelles sont les étiologies que l'on peut retrouver de façon générale? La première des étiologies, c'est quand même le tabac, la première cause de l'atout, puisque ça va entraîner des bronchites chroniques. Donc c'est une des premières causes. Pour nous, les causes ORL, ça va être dans le service plutôt des problèmes d'inhalation. On va avoir aussi tout ce qui est dilatation des bronches, pathologie du poumon avec les mucoviscidoses, la tuberculose, tout ce qui est trachéite, bronchite, les pleurésies, les pneumothorax, l'asthme, les reflux gastro-œsophagiens, les insuffisances cardiaques, les tumeurs bronchopulmonaires et médiastinales, les tiques, et pour notre part aussi ce qui nous intéresse en ORL, les canules trachéales. Dans le service, donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà de vous occuper de patients qui ont des canules trachéales, tout ça, justement, on va vous en parler. Donc, dans le service, voilà, les 95% des patients sont porteurs d'une canule en post-opératoire, d'une laryngectomie partielle, subtotale ou totale, ou même d'une bucopharyngectomie. Donc, la canule, elle a une fonction où elle va protéger les voies respiratoires, elle va pouvoir faire ventiler le patient par rapport à l'œdème post-opératoire qu'il peut y avoir à l'intérieur. Mais en même temps, c'est une source d'irritation. Donc, comme c'est une source d'irritation, c'est les patients qui sécrètent. Et donc, c'est vrai que c'est les patients qui ont tendance soit à s'encombrer, soit à faire des fausses routes de déglutition déjà avec leur propre salive. Parce que c'est vrai que ces canules, là, vous avez, la canule parlante, c'est un tuyau avec un petit trou au milieu.
Et donc, quand la canule est mise en place, eh bien, l'air va passer entre les voies aériennes supérieures et inférieures par ce petit trou au milieu de la canule. Et après, il y a la possibilité d'avoir un ballonnet qui se gonfle autour de cette canule ou pas. Donc, tout ce qui a été au-dessus, eh bien, il y a eu une chirurgie, il y a eu une intervention au niveau du larynx. Donc, il est vrai que très souvent, les patients en post-opératoire immédiat et même secondaire vont faire des fausses routes de déglutition. Donc, une fausse route de déglutition, eh ça veut dire que petit à petit, le patient va pouvoir s'encombrer au niveau donc, de la canule par le petit passage, d'air qu'il y a avec la fenêtre interne. Donc ça, c'est un risque majeur de fausse route. Alors si on veut éviter ces problèmes d'encombrement bronchique, eh bien, il va y avoir une solution transitoire pour ces patients, c'est d'avoir donc des canules non parlantes. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de petits trous au milieu pour le passage de l'air par les voies naturelles, mais uniquement un passage d'air en trachéal. Et en même temps, avec la possibilité de pouvoir gonfler un ballonnet autour de cette canule, comme ça, que ce soit la salive ou des débris alimentaires qui pourraient s'accumuler, mais ça va rester dans l'oropharynx ou dans l'hypopharynx, ça va rester bloqué, et donc il y aura un minimum de fausses routes sur ce genre de canule. Je ne sais pas si c'est bien clair pour tout le monde, parce que c'est vrai que si on n'a pas l'habitude des canules, c'était juste un petit aparté, mais je ne sais pas si quelqu'un va vous en parler un petit peu plus que moi. Moi j'ai une petite question. En fait, là je regardais les canules. Pourquoi est-ce que certaines canules ont une fenêtre Parce qu'elle va permettre de parler. Une canule qui va avoir une petite fenêtre, c'est des canules parlantes. Ouais. Sinon, si elles n'ont pas de petite fenêtre, si le tuyau est long et sans trou au milieu, c'est des canules non parlantes. Ouais. Okay. C'est juste ça l'intérêt. Oui. C'est aussi pour le retour. Alors après, pour la ventilation. Alors après, il y a uniquement dans un cas où on va conserver des canules qui sont de ce style-là. Bon, après, ça s'allège le système, mais enfin, où on n'a qu'un tuyau, c'est dans les laryngectomies totales. Puisque là, on coupe le larynx, donc il n'y aura plus de possibilité de carrefour aérodigestif, donc la ventilation ne sera que trachéale. Donc là, on a des canules simples, voilà, qui sont non fenêtrées. Mais après, dans toutes les autres chirurgies qui sont effectuées, le but du jeu, c'est que le patient puisse à nouveau reprendre une bonne phonation, une bonne respiration, une bonne déglutition. Donc c'est pour ça qu'elle est fenêtrée, comme ça quand l'air remonte, et bien, ça lui permet à nouveau de pouvoir parler. Mais au départ, lorsqu'il déglutit, ben, il y a des fausses routes salivaires qui se font, tout ne va pas dans l'œsophage et ça passe un peu dans la fenêtre et ça les encombre au fur et à mesure. Et pareil pour les reprises alimentaires. C'est pour ça qu'on aime bien passer soit avant, soit après orthophoniste. Soit pour récupérer des petits débris, soit pour... voilà. J'ai l'impression qu'il y a des avis mitigés sur le port du ballonnet gonflé, même en cas de fausse route salivaire, il y a des ORL qui préconisent de dégonfler malgré tout le ballonnet. Et vous, d'après votre expérience, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que dans le service, à l'heure actuelle, on est beaucoup sur des canules de type Chilé, c'est-à-dire c'est un petit peu le compromis avec ces canules-là, avec des ballonnets gonflés. Je pense que suivant les chirurgies qui sont effectuées, ça fait perdre au patient la déglutition. Donc je pense que c'est pas toujours approprié de mettre ce genre de canule avec un ballonnet gonflé parce qu'au début, ok, on va protéger les voies respiratoires, mais après ils perdent la fonction de la déglutition. Et lorsqu'on dégonfle le ballonnet, qu'on commence à mettre une chemise fenêtrée, souvent on recule, on recule l'étape où il va refaire des fausses routes de toute façon. Moi, suivant les chirurgies qui sont faites, je pense que c'est pas très bien de mettre de toute façon des ballonnets gonflés de façon immédiate. Mais bon, après, c'est les chirurgiens aussi qui ont leur expérience. Hein. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, quand même, hein, en post-opératoire immédiat, hein, sur les 3-4 premiers jours post-opératoires, c'est une nécessité quand même d'avoir ce type de canule non fenêtrée et ballonnet gonflé. Hein, parce que là, on est sur un temps où on a un œdème post-opératoire, on est sur la protection des voies aériennes. Donc voilà, hein, pendant les 3-4 jours post-op,
Là, par contre, c'est vraiment quelque chose qui se fait dans le service en systématique, d'avoir ce type de canule pour protéger les voies respiratoires. Et après, c'est vrai que entre la canule simple ou les canules à ballonnet, tout dépend des chirurgies. On sait qu'il y a des chirurgies qui sont forcément plus embêtantes pour la déglutition, donc c'est vrai que le ballonnet, ça protège bien quand même. Mais voilà, le patient perd la fonction de la déglutition et du coup, eh bien, il s'encombre après. Et ça vous est arrivé qu'il, malgré la présence du ballonnet gonflé, il y ait quand même encore des fausses routes, comme si comme si la trachée était. Alors après, le ballonnet, il se gonfle pas. C'est pas, voilà, si la trachée, forcément, c'est pas, des fois, ça peut ne pas être complètement congruent à la trachée. C'est vrai, il peut y avoir le ballonnet qui prend pas sur toute la trachée. Il peut y avoir, malgré tout, des petits passages salivaires. Mais en principe, quand même, ça protège bien. Ça protège bien. Et du coup, là, si c'est l'exemple d'une chilée avec une chemise externe non fenêtrée, si vous dégonflez Interne. le ballon, oui, La voilà, s'il fenêtre, n'y a pas de fenêtre, oui. et que vous dégonflez le ballonnet, est-ce que l'air qui Ah, il y aura passe autour peut suffire pour émettre un son ou pas? Même si c'est pas une canule parlante. Oui, oui, parce qu'il y a d'autres types, autres que les chilets, des bivonats aussi, où le patient il peut parler sur fuite. D'accord. À ce moment-là, il parle sur fuite. Hein. Ça se fait tout autour Oui. de la canule, oui, sans que ce soit fenêtré. D'accord. Tout à fait. On continue? Ah, ces canules, c'est passionnant. Hein. Moi, j'aime bien les canules. Mais c'est vrai que c'est pas évident à comprendre. Après, il faudrait vous en faire passer, que vous voyez, visualisez un petit peu. Bon. Ceci étant, je vois qu'on a parlé de ces canules. Après, il y a le caractère sémiologique de la toux. Alors bon, je vous ai dit tout à l'heure, soit la toux elle est non productive, soit elle est productive. Donc ça veut dire qu'elle est soit, elle peut être sèche, hein, rauque, comme dans le cas d'une coqueluche par exemple. On va tousser, mais rien ne sort parce que c'est des toux sèches. Elle peut être productive, donc grasse comme dans la mucoviscidose. Elle peut être vomique, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'expectoration de façon abondante avec beaucoup de pus. Émétisante, c'est-à-dire que ça va même entraîner des vomissements sur des gros efforts de toux, ou hémoptoïque, c'est-à-dire qu'on aura un mélange de sécrétion et de sang. Bonne digestion. Donc, avec tout ça, c'est vrai qu'on aime bien à chaque fois pouvoir donner des indications sur tout ce qui est volume, couleur et densité de ces sécrétions. C'est vrai que ça peut renseigner les médecins, les infirmières, nous-mêmes. Le volume, bon, est-ce qu'on a expectoré un petit peu le matin? Est-ce qu'on a des expectorations un petit peu plus abondantes? Ou alors est-ce qu'on remplit carrément un haricot voilà, donc ça, il faut avoir quand même une notion de l'abondance de ces sécrétions. De la couleur, est-ce que c'est clair? Est-ce que ça peut être par exemple salivaire? Est-ce que c'est jaune? Est-ce que c'est vert marron? Est-ce que c'est vraiment teinté? À ce moment-là, ça peut être infecté. Donc peut-être qu'il faudra mettre le patient sous un traitement particulier. Et enfin, la densité. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est un peu épais? Ou est-ce que c'est très collant, très épais, que ça ait du mal à remonter? Peut-être qu'à ce moment-là, il faudra privilégier d'avoir des aérosols pour nous aider à faire remonter ces sécrétions de façon plus facile. Après, cette toux, ces toux diverses, quand est-ce qu'elles apparaissent? Si c'est inférieur à 3 semaines, on va dire que la toux est aiguë. Si c'est supérieur à 3 semaines, eh bien, on va dire qu'elle devient chronique, notamment donc, dans les bronchites chroniques. Après, elle peut être matinale, souvent le fumeur qui se lève le matin, qui va tousser quelques fois. Voilà, ça, on draine les gros troncs bronchiques. Elle peut être nocturne. Dans le reflux gastro-œsophagien, ça c'est vraiment des toux particulières et qui sont vraiment nocturnes, puisque c'est quand on est couché qu'on a souvent ces reflux qui apparaissent. Elle peut être répétitive et incessante, comme dans les maladies comme la mucoviscidose ou la dilatation des bronches, où là le patient tousse et crache souvent. Donc, les effets de la toux, il peut y avoir des effets souvent positifs, puisque ça permet d'évacuer donc, des sécrétions ou des fausses routes, des fausses routes. Il y a aussi des effets négatifs, ça peut entraîner des bronchospasmes. Donc ça, ce n'est pas un effet qu'on essaie d'avoir, malheureusement.
Il peut y avoir une augmentation de la pression intra-alvéolaire chez les patients emphysémateux, ça peut être délétère. Elle peut aussi entraîner une augmentation de la pression intra-abdominale ou intracrânienne au niveau du liquide céphalorachidien. Donc, suivant les pathologies que peuvent avoir les patients, il faut faire attention aux toux qui peuvent être à haut volume pour ne pas être délétères sur ces genres de patients. Après, les causes d'inefficacité de la toux, on l'a vu finalement pas mal, hein. C'est l'insuffisance glottique qui va entraîner une toux moins bonne. Et une insuffisance quand même des muscles expiratoires, hein, des abdominaux. Alors là, c'est ce qu'on va retrouver sur des problèmes neurologiques, sur les tétraplégiques, les paraplégiques, les SLA, les syndromes de Guillain-Barré, sur les maladies musculaires comme les myopathies, ou alors sur des problèmes de douleurs thoraciques, hein, sur des post-op de chirurgie abdominale ou de trauma thoracique. Où là, la toux, elle va être douloureuse, donc le patient va hésiter à tousser. Enfin, une des dernières qu'on peut retrouver, constitutionnelle, hein, c'est le patient qui va avoir une ptose abdominale avec des abdominaux qui ne sont pas efficaces, et bien forcément, la toux, elle sera moins bonne. J'ai raté quelque chose. En conclusion, ce qu'il faut faire surtout, hein, parce que des fois on prend des sirops, mais en fait, il faut respecter le toux grasse. Si je tousse et si je crache, c'est que j'ai besoin de tousser et de cracher. Il faut aussi calmer les toux sèches. Donc là, si j'ai une toux sèche, on peut prendre un sirop qui va justement calmer cette toux qui va être plutôt d'origine irritative. Il faut traiter la cause de la toux le mieux possible, avoir une bonne capacité d'occlusion laryngée, une bonne synchronisation glotte, abdos, diaphragme, tout ça, et une bonne capacité respiratoire. Et enfin, de savoir que la toux, c'est quand même une fonction vitale importante pour tous les individus. Quelques références biblio. Après, je sais que M. Garel vous laissera le diaporama sans aucun problème. Donc, voilà, je vous remercie de votre attention